s'il y a une servitude, c'est parce que vous y consentez. Soyez résolu à ne plus servir, et vous voilà libre, dit la Boétie. C'est cette façon de dire, le pouvoir c'est un colosse aux pieds d'argile, les pieds d'argile c'est vous, si vous refusez ces pieds, le pouvoir s'effondre. Et c'est révolutionnaire. Alors voilà chez moi, avec une partie de la bibliothèque, parce que j'ai des bibliothèques dans toutes les pièces. J'en ai une derrière là qui est plutôt une bibliothèque historique. Dans ma chambre où vous n'irez pas, il y a une partie poésie, une partie musique, une partie bazar aussi. Et puis ici vraiment la bibliothèque de philosophie. Alors ça c'est vraiment mon instrument de travail. Donc c'est toute cette partie-là et toute l'autre partie là-bas. Alors elle est construite comme un livre d'une certaine manière, puisque ça démarre ici en haut à gauche, et comme une ligne, ça se lit comme ça. Ensuite, et puis comme ça, et puis comme ça. Donc là, on a les lignes, les pages d'une certaine manière, et on démarre avec l'Antiquité ici, Moyen-Âge, Renaissance, 17e, 18e, les deux étages ici, le 3, ça aussi, 18, 19, tout ça 19e siècle. Ça c'est 19e siècle, c'est tout Nietzsche, et sur Nietzsche, Freud, donc on démarre 20e siècle, et alors ça c'est 20e siècle, 20e, voilà. Là-bas les essais les plus récents, les textes des Luc Ferry, des Bernard-Henri Lévy, des André Comte-Sponville, un peu au-dessus on a, on va regarder le détail de tout ça. Alors, l'Antiquité. Je vais choisir ce qui finalement m'a constitué, parce que bon, d'abord l'Antiquité m'a constitué, j'ai beaucoup raconté combien Lucien Gerfagnon avait joué un rôle important dans ma vie, et comment la philosophie, je l'ai découverte d'abord avec la philosophie antique, et c'est récemment avec sagesse que j'ai découvert comment on pouvait finalement articuler les Grecs et les Romains. Alors évidemment tout est important, il y a Platon, il y a Aristote, c'est essentiel, mais pour autant pourquoi est-ce que j'ai été à ce point fasciné par Lucrèce? Là, par exemple, ce sont des éditions différentes, des traductions différentes de la nature des choses. Ça, c'est une traduction, ça, c'en est une autre. Ça aussi, c'est une traduction de Pont-Gerville en alexandrin. Autre traduction, autre. Une autre également. Et donc, les moments importants pour moi, d'abord, le livre essentiel, c'est celui-ci, parce que c'est celui avec lequel je découvre Lucrèce. Il y a des annotations de mon écriture de l'époque, par exemple. J'ai fait des fiches de lecture, elles sont dans mon bureau. Et les Romains m'ont plus intéressé que les Grecs, parce que les Romains sont pragmatiques, sont concrets. C'est-à-dire que chez Platon, on théorise toujours sur les choses essentielles. On théorise sur l'amitié, on théorise sur l'amour, on fait des grandes théories. Alors que chez les philosophes romains, on ne fait pas des théories pour les philosophes, on raconte des histoires qui sont susceptibles d'édifier les gens. C'est-à-dire qu'on va écrire sur la vieillesse, sur l'amour, sur l'amitié. Mais on ne va pas faire une théorie de l'amitié, on va raconter par exemple l'histoire, l'amitié entre un puissant et quelqu'un qui ne l'est pas, entre un riche et un pauvre. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut aimer une femme qui n'a pas de fortune quand on est soi-même fortuné? Est-ce que la vieillesse, ça démarre à un moment donné, par exemple, quand on réfléchit sur les questions de la vieillesse comme Cicéron. Et donc, très vite, j'ai compris que toute la théorie grecque ne m'intéressait pas, sauf pour faire des études de philo, puis pour transmettre. J'ai transmis à mes élèves l'allégorie de la caverne de Platon, la théorie de la mesure chez Aristote, ou ce genre de choses, mais c'est finalement la pensée romaine qui m'a fasciné. Alors, mon vieux maître, Gerfagnon, m'avait dit « Ah, lisez ça, vous allez voir, ça va vous plaire ». Et ce sont les cyniques grecs. C'est Léon Spaquet, qui est un vieux, enfin il est décédé maintenant, mais que j'ai failli rencontrer au Canada, et qui a construit un recueil de tous les textes où il est question des cyniques, puisque les cyniques ont écrit, mais ils n'ont laissé aucune œuvre. Donc que des bouts, que des fragments, que des extraits. Machin dit que Diogène faisait ceci, tel autre raconte que Cratès faisait cela. Un troisième nous dit qu'Hipparchia se comportait ainsi sur la place publique, etc. Et donc, les cyniques grecs, ça m'a construit. Et Lucrèce,
Ça m'a plus construit encore parce que finalement, moi qui étais de formation catholique, j'ai été enfant de chœur, je suis resté 4 ans dans un orphelinat de prêtres salésiens, 3 ans chez les Bonnes Sœurs. Donc à 17 ans, quand j'ai mon bac, je suis vraiment un produit du catholicisme. Et donc je suis un être de morale, c'est comme ça qu'on m'a construit. Je me dis, mais comment est-ce qu'on est moral? Pourquoi faire le bien plutôt que le mal quand Dieu n'existe pas? Si finalement Dieu fait la loi et rend possible le bien et le mal, si on fait le bien, on sera récompensé, si on fait le mal, on sera puni. Mais s'il n'y a pas de Dieu, alors après tout, si on fait le mal, on ne sera pas puni, et puis si on fait le bien, on ne sera pas récompensé non plus. Pourquoi faudrait-il faire le bien plutôt que le mal? Je vois pas trop d'intérêt. Et en fait, Lucrèce répond à tout ça. Il nous dit, sous forme poétique, qu'on doit pouvoir se comporter de manière morale, de manière éthique, simplement parce que c'est une règle du jeu qui rend possible l'hédonisme, le plaisir, qu'il vaut mieux aimer que détester, qu'il vaut mieux faire du bien que faire du mal, que bien sûr qu'on ne sera pas récompensé, mais que finalement, on ne sera pas récompensé dans un au-delà, mais que finalement on l'est presque ici-bas, parce que quand on fait le bien, on est quelqu'un de bien, et quand on est quelqu'un de bien, finalement, on est dans une morale de l'honneur, et c'est bien suffisant. Et donc c'est majeur pour moi quand j'ai 17 ans, et c'est donc ce volume-là qui m'a changé la vie. Alors évidemment, après j'ai lu des gens importants, hein, qui ont compté plus tard que ça a compté pour moi, bien sûr. Plotin, c'était un cours de Lucien Gerfagnan, donc j'ai lu les Énéades, c'est tout ça. Et c'est intéressant parce que c'est une façon de vivre la pensée de Platon. Autant Platon est un théoricien pur, et autant Plotin est quelqu'un qui était un praticien du platonisme. Il voulait vraiment créer une cité qui se serait appelée Platonopolis, la ville de Platon. Et lui était dans une logique assez mystique. Il disait il y a l'un bien. L'un bien, c'est d'une certaine manière Dieu. Et il faut absolument que nous puissions nous unir à ce divin dans une relation mystique. Il dit l'avoir connu 3 fois dans l'existence, seulement, alors qu'il a mené une vie d'ascèse complète. Sénèque, c'est très important pour moi, l'être à Lucidius. Alors comme j'ai fait du latin à l'école, mais que je suis nul en latin, je travaille sur des traductions différentes. Je suis trop nul en latin pour pouvoir aller directement au texte. Donc j'ai plein de traductions, c'est ce que je fais avec Lucrèce, et je travaille avec des traductions diverses et multiples. Donc l'Antiquité, globalement, c'est ça. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai tout, mais presque. Il ne reste pas grand-chose en matière de philosophie antique. Alors j'ai une partie historique de l'autre côté où j'ai des textes de littérature, où j'ai Virgile, où j'ai Horace, où j'ai Catulle, Tibulle, Properce, tous ces gens-là. Ici, il n'y a que la philosophie, et globalement, c'est vite fait. Hein. Ça s'arrête là, en gros. Hein. Ça s'arrête avec Saint-Augustin, et Saint-Augustin non compris. Donc vraiment, c'est un petit corpus, la philosophie antique. Le Moyen-Âge démarre ici. Les pères de l'Église, c'est extrêmement intéressant. On n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est majeur. On a constitué notre civilisation là-dessus. Tous ces gens qui ont pensé la question du corps, de la virginité, de la sainteté, de la nourriture, du régime alimentaire, donc comme d'une question philosophique, tous ces gens-là ont existé pendant 7, 8, 10 siècles, et on en parle assez peu. Tout ce qui est patristique et patrologie, on n'en parle pas. Saint Thomas, j'ai eu un cours avec Lucien Gerfagnan sur l'épreuve de l'existence de Dieu chez Saint Thomas, donc j'ai lu Saint Thomas d'Aquin. Mais vraiment, c'est très indigeste, la somme théologique. C'est vraiment hyper technique, et il faut être chrétien, donc on voit comment on exposait la pensée à cette époque-là. C'est toujours très particulier, c'est une cathédrale, c'est-à-dire on voit, il y a un article, il y a une objection, il y a 2 temps dans l'objection, puis il y a en sens contraire, puis la réponse, puis la solution, et puis on repasse à un autre article, et donc on l'a beaucoup dit, c'est construit comme une cathédrale. Dieu se connaît-il lui-même? La connaissance que Dieu a de lui-même est-elle compréhensive? Bon, ben voilà des choses qu'on peut se poser, des questions qu'on peut se poser quand on est soi-même chrétien, quand on fait des études de théologie, mais finalement, ça ne m'a pas intéressé plus que ça, simplement pour voir comment fonctionnait la pensée. En revanche, bon là on a Giordano Bruno, c'est très intéressant, ça c'est une belle biographie de quelqu'un dont on n'a pas beaucoup entendu parler, Jean Rocchi. Giordano Bruno, c'est très intéressant, puis c'est une biographie qui m'a permis d'apprendre pas mal de mots à l'époque. Je ne sais pas qui est ce monsieur, on n'a pas eu d'autres travaux chez lui. Vanini, des libertins, que j'ai lu. Erasme, très important aussi. Machiavel, j'ai pas été un fou furieux de Machiavel parce que j'ai eu un coup de foudre aussi pour politique pour la Boétie. Alors la Boétie c'est pareil, j'ai
à peu près tout, et encore, je travaille un peu sur ce sujet-là, donc j'ai 7 ou 8 livres au pied de mon lit, mais ce sont les éditions du discours de la servitude volontaire, et ça c'est vraiment passionnant, quoi. C'est cette idée que un jeune garçon de 17 ans puisse, dans un tout petit texte, faire une analyse purement philosophique du pouvoir, en nous disant le pouvoir ne vient pas de Dieu. Théorie de Saint-Augustin, théorie de saint Thomas d'Aquin, le pouvoir vient de Dieu, on a une cité de Dieu au ciel, et il faut qu'il y ait une cité de Dieu sur terre et que ça lui ressemble. Il y a un Dieu au ciel, il faut qu'il y ait un roi sur terre. La monarchie est donc le principe de la politique, et donc on est dans la théocratie. Et là, la Boétie, il dit on est dans la démocratie, on n'est pas dans le pouvoir de Dieu. Ce sont les hommes qui constituent le pouvoir. Et s'il y a une servitude, c'est parce que vous y consentez. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre, dit la Boétie. C'est cette façon de dire, le pouvoir c'est un colosse aux pieds d'argile, les pieds d'argile c'est vous, si vous refusez ces pieds, le pouvoir s'effondre. Et c'est révolutionnaire, ça a rendu possible Thoreau, par exemple, philosophe américain, ça a rendu possible ensuite Gandhi aussi, ou Martin Luther King, qui sont des pacifistes qui disent supprimer l'assise du pouvoir, il n'y a plus de pouvoir. C'est une pensée politique nettement plus intéressante pour moi que celle de Machiavel. Alors Machiavel, il a souffert d'une mauvaise lecture, ça c'était la thèse de Lefort, le travail de l'œuvre de Machiavel, et la directrice de thèse, Madame Goyard, m'avait demandé de le lire pour en faire un compte-rendu dans une revue, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, enfin j'avais fait cette lecture. Mais Le Prince, c'est un texte très intéressant parce que Machiavel ne nous dit pas il faut être cynique. Machiavel, il nous dit il faut un projet politique. Et le projet politique, dans l'Italie de la Renaissance, c'est une Italie de principauté, c'est de faire un État italien. Et Machiavel dit on reprend le principe de la dictature chez les Romains. La dictature, c'était on te donne les pleins pouvoirs pour faire quelque chose. Et quand tu auras fait quelque chose, Cincinnatus, c'est qui ont donné le pouvoir de faire le nécessaire pour mettre dehors des envahisseurs. Et une fois que tu as mis les envahisseurs dehors, tu rends le pouvoir. Et Cincinnatus revient, rend le pouvoir, revient, et reprend sa charrue là où elle était. Et Machiavel n'est pas machiavélien, enfin n'est pas machiavélique. Il est machiavélien, mais il nous dit la fin justifie les moyens, mais il faut que la fin soit justifiable, elle aussi. Si la fin s'est constituée la République est contre les princes qui se battent, alors à ce moment-là, donnons-nous tous les moyens. Et il faut lire les discours sur la décade de Tite-Live, alors ça, l'œuvre complète, je l'ai en Pléiade de Machiavel, les discours sur la décade du Tite-Live pour voir que Machiavel est un républicain au sens romain du terme. Donc c'est pas un inventeur du cynisme en politique, c'est juste quelqu'un qui dit que quand on a un projet politique, il faut s'en donner les moyens. Alors évidemment, Lénine peut lui aussi dire « moi j'ai un projet politique et je m'en donne les moyens ». Donc l'articulation au XVIe siècle, c'est soit ça, soit la Boétie, soit Machiavel. Moi je suis plutôt du côté de la Boétie. Le Brésil de Montaigne, alors Montaigne évidemment c'est majeur, mais c'est très intéressant ce livre parce qu'on découvre que Montaigne avait un serviteur normand, marin, qui probablement était allé au Brésil, et avait rencontré les fameux sauvages. Et c'est cet essai majeur qui s'appelle « Des cannibales » de Montaigne. Il l'a écrit parce qu'assez probablement il a eu des discussions avec ce serviteur. Et donc il a fait une collection qu'on dirait d'art premier aujourd'hui, parce que cet homme lui avait apporté des objets, probablement des flèches, des bâtons de commandement, des tissus je crois aussi. Et c'est majeur parce que ça rend possible toute la modernité, c'est-à-dire qu'il y a la philosophie antique, pendant, on dira, je sais pas, du 4e, 3e siècle, bon, je n'intègre pas Platon, mais disons du 5e siècle, 5-6e siècle jusqu'au 5-6e siècle plus tard, 10 siècles, allez, disons 10 siècles, pour de la philosophie antique, et puis 5-6 siècles pour la philosophie médiévale. Et on a une modernité ici qui se constitue, et d'un seul coup, la philosophie commence, quoi. La philosophie européenne commence, la philosophie française commence, et c'est Montaigne. Alors Montaigne, j'ai plusieurs éditions ici en Pléiade, mais j'ai plusieurs éditions aussi parce qu'il y a un texte qui a été établi au fur et à mesure, qui a été modernisé, un peu francisé, un peu traduit même parfois. Et c'est majeur, j'ai lu 2 fois intégralement les essais. J'ai lu plein de fois, plein de sujets, plein de chapitres, des coches, des cannibales, l'amitié, j'ai lu ça, je sais pas dire des dizaines de fois, mais enfin beaucoup. Et puis tous les essais tous les livres qui ont été écrits sur Montaigne, l'histoire juive de Montaigne,
c'est sur les poutres, il y a un petit peu de tout, quoi. Montaigne et son temps, très intéressant, ça. Ça reclasse les essais dans une perspective historique, et notamment quand on veut comprendre les relations avec les guerres de religion. Pourquoi, par exemple, Montaigne, qui écrivait, j'ai ça quelque part, à moins que je ne l'ai prêté, qui écrivait dans un... Oui, j'ai dû le prêter, il n'est plus là, s'il est là. Le livre de raison de Montaigne. Il racontait tous les jours un peu les événements de sa vie, et le jour de la Saint-Barthélemy, la page est déchirée. Donc on ne sait pas pourquoi. C'est déchiré. On ne sait pas si Montaigne a justifié, n'a pas justifié, a défendu, n'a pas défendu. Bon, ça, c'est là, j'ai fait donc, je disais, 2 lectures intégrales. J'en ai fait une dans les éditions, dans cette édition-là, qui est très bien faite. J'en ai fait 3. Excusez-moi, j'en ai fait 3 lectures intégrales. J'oublie mon pauvre Bernard Combeau qui n'est pas dans ma bibliothèque. Mais alors ça, première lecture, deuxième lecture. Et la troisième, c'est Bernard Combeau, qui est décédé, hélas, qui était un génie de la traduction. Et Bernard avait établi pour Denis Mola, qui est mon ami, une édition des œuvres d'Ozone, qui est un poète bordelais. Et il avait respecté la métrique d'Ozone, qui était assez formidable. Et je dis, écoute, j'adore Montaigne, j'adore Lucrèce, et j'aimerais bien que tu me fasses une traduction de quelques vers, quoi, en respectant la métrique de Lucrèce, parce que ça n'a jamais été fait. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te traduise? Alors je lui ai donné quelques passages, et il m'a traduit le livre entier. Je dis, mais enfin, tu pourrais traduire tout Lucrèce rapidement. Il me dit, ouais, je pourrais faire ça. Et il a fait ça. Il a fait ce travail magnifique, La naissance des choses, et chez Denis Mola, et c'est une traduction formidable. Vraiment formidable. Qui respecte la métrique, mais qui en même temps traduit comme si c'était de la poésie contemporaine, quoi. Et donc, il a fait un Montaigne, lui aussi, qui est paru, qui n'est pas là, c'est dans mon bureau, qui est paru aux éditions Bouquin, Lafon. Et donc, j'avais relu, bien sûr, ce cher Bernard Combeau. Les Montagnins, c'est-à-dire Marie de Gournay, sa fille d'alliance, probablement sa petite copine plutôt, Charon, c'est-à-dire celui qui a hérité de lui. J'ai fait un cours à l'Université populaire sur Montaigne. Gassendi, philosophe extrêmement intéressant, prêtre et matérialiste et épicurien. C'est lui qui, avec ce livre-là, réhabilite complètement Vie et mœurs d'Épicure, réhabilite complètement Épicure, dont on disait qu'il était un pourceau, etc., alors que lui dit mais pas du tout. D'ailleurs, je rends hommage aux éditions Coda, parce que c'est un éditeur qui fait un travail remarquable. C'est lui qui a édité ça. Il a édité les correspondances Hume Rousseau, il a édité l'abbé Mélier, par exemple. Il fait un travail considérable, vraiment. Jean-Pierre Jackson. Saint-Évremont, parce que ça, ce sont les libertins, tous ceux qui suivent Montaigne, d'une certaine manière. Fontenelle, alors tous ces gens-là, j'ai consacré des cours à ces gens-là à l'Université populaire. Bon, Descartes. C'est important, mais ça ne l'a pas été franchement pour moi. J'ai jamais été franchement cartésien. Je trouve que le Descartes qui a 3 rêves et qui, à partir de ces rêves, construit le rationalisme en disant j'exerce ma raison, mais je ne touche pas à la politique et je ne touche pas à la religion, c'est beaucoup de prudence. C'est trop de prudence pour moi. Et je préfère les imprudents. Et dans les imprudents, Pascal, j'ai aimé quand j'étais... c'est ce que je lisais quand j'étais au lycée. Ah, ça, c'était des notes du lycée. Et j'ai même, si je me souviens bien, j'avais mangé un truc au chocolat à Noël. J'avais développé ce truc qui m'avait servi de marque-page. Et ça, c'est l'édition de Pascal que j'ai lue quand j'étais en terminale. En première, plutôt. Donc Pascal, voilà, ça a été intéressant pour moi, mais plutôt le tableau qui fait de la misère de l'homme sans Dieu. Spinoza, majeur. Vraiment majeur aussi, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais arriver aux cartésiens qui sont Jean Mélier. Enfin, Spinoza est aussi un cartésien à sa manière, mais l'éthique, c'est formidable. Alors, bon, je l'ai lu en Pléiade. C'est une édition, enfin, c'est une exposition très scolastique. C'est pas facile à lire. Il y a des scolies, des lemmes, des propositions, des axiomes, etc. Et c'est pas facile parce que c'est un livre qui formellement est plutôt du côté du Moyen-Âge et qui, sur le fond,
et d'une modernité extraordinaire. Bergson disait on a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Et donc, l'éthique de Spinoza, d'une certaine manière, c'est très simple. On retrouvera ça chez Nietzsche par la suite. La nécessité est totale. On ne peut rien faire d'autre que connaître la nécessité. Et quand on sait que nous sommes soumis à la nécessité, nous connaissons la béatitude et la joie. Voilà. C'est une édition que m'avait dédicacée Robert Misraï. C'est une de ses traductions. Spinoza, Gabrielle Suchon, femme importante, dont on parle assez peu. C'est mon ami Séverine Offray qui a fait cette édition, mais il manque une œuvre complète, ou une édition complète de cette femme féministe, très intéressante. Hobbes, que j'ai beaucoup lu aussi à l'époque, sous la direction de Madame Goyard, qui était ma directrice de thèse. C'est très important, le Léviathan. C'est une théorie du contrat social avant Rousseau, hein, 18-17e siècle. Et Hobbes nous dit, l'homme est un loup pour l'homme, il reprend la phrase de Terence, et il nous dit, l'homme est un dieu pour l'homme si la loi et le droit le permettent. Donc il dit, il faut passer un contrat, et dans le contrat, on constitue la loi, et donc on est protégé par l'État. Mais si on n'est plus protégé par l'État, on peut recouvrer son autonomie et son indépendance. C'est quand même une pensée très intéressante. À l'époque, je pensais bêtement qu'il était un penseur totalitaire. J'avais 19-20 ans. Et en fait, non, il y a un petit passage où il nous dit si l'État ne nous protège pas alors qu'on a abandonné la possibilité personnelle de nuire, alors on doit pouvoir recouvrer sa liberté, son autonomie, son indépendance. C'est pas rien d'écrire ça au XVIIe siècle. La Motte-Levaillé, qui sont des Cyrano de Bergerac, des libertins, donc j'ai consacré un cours à ces gens-là. Condillac, Hume, bon, tout ça très bien, mais ça reste tout ça très idéaliste. Paloc, qui est empiriste. En revanche, Jean Mélier. Alors ça, c'était majeur pour moi. Le testament de Jean Mélier. Et donc, c'est un prêtre qui, pendant toute son existence, cache le fait qu'il est athée et constitue la charge la plus violente contre l'athéisme et la plus constituée en plus de ça. Parce que je parlais tout à l'heure de Coda, il a fait cette édition-là. Mais c'est une critique terrible de la religion catholique, du christianisme, et on ne sait rien de lui, sa date de naissance, sa date de décès, mais il a laissé ce testament, il avait plusieurs copies donc à la main, pour éviter que quelqu'un puisse jeter ça après l'avoir trouvé, et c'est majeur. Ça a été pillé, notamment par Voltaire, et puis par les matérialistes du XVIIIe siècle qui s'en sont souvent réclamés sans pour autant dire qu'ils le pillaient. Diderot, d'Alembert, des gens importants aussi pour moi. Orieux, je dis Orieux, mais la biographie de Voltaire par Orieux, je trouve Voltaire très intéressant, beaucoup plus que Rousseau. À 17 ans, 16 ans, je me souviens en terminale, j'avais un copain qui est devenu syndic aujourd'hui, qui défendait Voltaire et moi Rousseau, et en fait, après l'avoir un peu plus lu, enfin pas l'avoir lu, parce que j'avais juste lu Les Rêveries du Promeneur solitaire à l'époque, mais après l'avoir lu intégralement, je trouve que Rousseau est un personnage problématique, aussi bien avec son contrat social qu'avec sa façon de pleurer tout le temps, de mettre du sentiment là où il n'en faut pas. Condorcet, philosophe important aussi dont on parle assez peu, Vico un peu ici, Condorcet, la maîtrise. J'ai voulu faire ma maîtrise au départ sur lui, sur la maîtrise, master comme on dit aujourd'hui. Et puis ma directrice de thèse, enfin celle qui est devenue ma directrice de thèse ne voulait pas. Alors après je lui ai dit, Helvétius. Elle dit non plus. Dolbach, non plus. Elle ne voulait pas que je travaille sur ces philosophes-là. Et j'ai fait une thèse sur ça s'appelait les implications éthiques et politiques des pensées négatives de Schopenhauer-Spengler. Rien à voir avec le matérialisme donc. Sade, que je déteste. Je trouve que c'est vraiment c'est le dernier des féodaux et c'est pas du tout le premier des modernes. Il n'y a pas plus phallocrate, misogyne, antisémite, il déteste la loi, le droit. Il y a une vie de délinquant. Enfin, je comprends pas qu'on puisse avoir de l'intérêt pour ce personnage. Il n'a pas du tout été un libérateur du sexe ou du genre humain, sûrement pas. Kant, alors, bon, donc ma directrice de thèse avec qui j'ai fait la maîtrise ne voulait pas que je fasse cette maîtrise sur... Non, c'était la maîtrise que je voulais faire, c'était pas ma thèse. Non, c'était ma thèse.
la maîtrise. Non, c'était vraiment la maîtrise, puisque finalement, elle m'a dit non, vous ferez une maîtrise sur Kant. Kant est nécessaire, il faut l'avoir lu, etc. Moi, j'avais pas du tout envie de lire Kant, et en fait, j'ai pas fait cette maîtrise sur la maîtrise, je l'ai faite sur Kant, et ma thèse, je l'ai faite sur le sujet que j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai lu tout Kant, parce que c'est comme ça que je procède, y compris les correspondances. Alors, la correspondance est parue après ma maîtrise, mais tout ça est évidemment extrêmement intéressant. Je ne regrette pas d'avoir lu Kant. Je pense que je ne l'aurais pas fait si elle ne m'avait pas invité à le faire. Balthazar Gracian, Denis Mola est en train de faire une édition complète. C'est très très intéressant, cette pensée baroque aussi. On en parle assez peu, mais c'est une pensée très intéressante. C'est dans l'esprit des moralistes français. L'idéalisme allemand, alors ça c'est pas du tout mon truc. Hegel, c'est pas, j'ai lu aussi parce qu'il le fallait. J'ai fait des choses sur la philosophie de l'histoire. Oui, si, il est là par exemple. C'est un texte important de la raison dans l'histoire. Il a vraiment souffert, il a vraiment été lu et relu et surlu et souligné, etc. Et les leçons sur la philosophie de l'histoire sont quelque part. Ou alors dans mon... Non, c'est là. Ça pouvait être dans mon bureau parce que j'ai retravaillé ça il y a quelque temps. C'est très intéressant, la philosophie de l'histoire de Hegel. Alors évidemment, quand il dit que la raison est majeure, que l'idée conduit l'histoire, que le concept conduit l'histoire, il faut comprendre que la raison, l'idée, le concept chez Hegel, c'est tout simplement c'est Dieu. Donc c'est une pensée théocratique. Donc, Hegel, Schopenhauer, très important aussi pour moi, le monde comme volonté, comme représentation, que j'ai lu. C'est une partie de ma thèse, donc j'avais lu ça intégralement. C'est très intéressant pour comprendre Nietzsche, bien sûr, aussi. Correspondance, biographie, qui est parue après que j'ai travaillé là-dessus. Stirner, une partie de ma thèse. Alors Schopenhauer, partie de ma thèse. Stirner, une partie de ma thèse. Hegel, une grande partie de ma thèse. Alors Strauss, ça c'est formidable aussi. On n'en parle pas, mais j'écrirai quelque chose là-dessus. Ça, j'avais lu ça quand j'étais à la fac. J'avais 18 ans. Je me souviens, j'avais emprunté cette vie de Jésus. Je l'ai retrouvé par la suite sur Internet, mais je retravaillerai un jour quelque chose. Je préparerai une vie de Jésus à partir de ça. Feuerbach, philosophe important, Feuerbach. Je regrette de ne pas en avoir parlé dans ma contre-histoire. Lui aussi fait partie de ma thèse. Bon, c'est la première. Alors bon, je parlais tout à l'heure de Méliès, mais je disais que c'était le premier athée, mais lui, c'est vraiment le premier philosophe de l'athéisme. Et c'est vraiment très intéressant. L'essence du christianisme et l'essence de la religion. Partie de ma thèse. Kierkegaard, j'avais acheté l'œuvre complète chez un libraire que j'aimais beaucoup, qui hélas n'existe plus. Enfin, et la librairie qui s'appelait le XXe siècle et le libraire, qui s'appelait Bernard Bedel. Et je me souviens qu'il avait tout ça en vente avec un bolduc de couleur rose. Et que j'avais acheté aussi bien Kierkegaard, puis plus tard Fourier. Il y a quelque chose qui m'intéressait chez Kierkegaard, c'était le pessimisme à l'époque. J'ai aussi eu envie d'écrire sur le pessimisme. Et puis, c'était quand même très religieux, donc j'ai laissé ça un peu de côté. Depuis, on a beaucoup écrit sur Kierkegaard, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Là, j'ai travaillé pour l'Université populaire sur Tocqueville, sur Bentham, sur Stuart Mill, sur Auguste Comte. Je ne connais pas très bien Auguste Comte. J'ai peu lu, j'ai pas lu systématiquement, c'est-à-dire que avec le crayon à la main et l'œuvre complète. Et peut-être un jour il faudrait que je m'y mette un peu sérieusement. Et Fourier m'a appris des choses importantes, c'est-à-dire que pas seulement dans le contenu, mais Madame Goyard, donc ma directrice de thèse, m'avait dit je m'occupe d'une collection, d'un dictionnaire de philosophie aux presses universitaires de France, dictionnaire des œuvres, dictionnaire des concepts, et vous allez faire des notices. Et donc je vous ai trouvé des notices. Et donc, il y avait, parmi ces gens-là, Fourier. Alors, Fourier, j'avais lu ce livre en 1975, qui était un cadeau de mon ami Ghislain Gondouin, qui est libraire de livres anciens à Chambois, et qui m'avait offert ça pour Noël. Il m'avait offert deux choses. Il m'avait offert celui-ci, et il m'avait offert un petit livre. Et donc voilà le Fourier que Ghislain m'avait offert. C'était un texte de Pascal Bruckner, je pense que c'était sa maîtrise avec Roland Barthes.
texte très intéressant sur Fourier et surtout sur le fouriérisme, parce que Fourier, c'est une œuvre assez touffue, parfois incompréhensible dans les derniers temps. Et alors ma directrice de thèse m'avait dit, voilà, vous allez faire des notices sur Fourier, mais alors, je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas payé très cher, c'est payé moins cher que l'heure de femme de ménage, parce que vous allez me faire des notices de, je ne sais plus ce qu'il y avait, la théorie des 4 mouvements ou quelque chose comme ça. Et donc moi j'ai acheté l'œuvre complète, ça m'a coûté de l'argent, j'étais étudiant à l'époque. J'ai lu l'œuvre complète, j'ai fait la lecture donc, des livres dont je devais parler, puis j'ai fait ma notice, et puis de fait j'ai été payé rien du tout. Et je me suis aperçu là que les profs de fac à qui elle avait donné des notices, eux s'étaient contentés de lire 3 ou 4 notices et de faire une notice à partir des notices déjà faites. Mais quand on fait des notices à partir des notices déjà faites, on fait surtout une mauvaise action parce que on transmet les erreurs. Et les erreurs deviennent des vérités. Et donc là, je me suis dit, il faut travailler vraiment, directement, aller directement au texte, et c'est elle qui m'a appris ça. Et c'est ce que j'ai fait depuis. Donc je l'ai fait avec Fourier. Alors après, Proudhon est en reconstruction, c'est-à-dire que j'ai l'équivalent de l'œuvre complète, et c'est à peu près ça. Et pour l'instant, je suis en train de la faire relier. Donc j'ai la vieille édition Marcel Rivière, j'ai l'édition originale de la correspondance, et là, pour l'instant, c'est chez Le Relieur. Mais ça prendra deux cases de ce type-là. Bon, ça, ce sont les archives Proudhon, puis plein de textes sur Proudhon, évidemment. Tocqueville qui réapparaît là, c'est une erreur de classement. Et donc, Proudhon qui reprend ici, jusqu'à évidemment l'opposition entre Marx et Proudhon. Mon cœur est du côté de Proudhon. J'ai découvert Proudhon en terminale avec ce livre. Qu'est-ce que la propriété? Je l'ai lu justement, j'étais en première terminale et je n'ai cessé d'être proudhonien. Alors en même temps, c'est pas non plus un catéchisme, hein. C'est une façon d'être et de penser le monde. La philosophie américaine, que j'ai plutôt découverte en travaillant pour l'Université populaire, donc Emerson, très intéressant, Thoreau par exemple, Thoreau, et par exemple, Thoreau, pendant très longtemps, on a travaillé sur un recueil de morceaux choisis qui était celui-ci. Le journal, c'était ça, quoi, page de journal. En fait, le journal, c'est un travail considérable, et c'est mon ami Thierry Gilliboeuf qui le traduit intégralement. Et c'est un travail considérable pour les éditions Finitude. Là, pour l'instant, il a fait 4 volumes. Mais j'étais allé à Concorde sur ses traces, et j'avais vu dans la maison d'Emerson, ce journal est considérable. Donc, Thoreau, philosophe important pour moi aussi. Philosophie française, Renan. Ça aussi, Renan et Taine, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai une partie de Taine qui est dans ma bibliothèque historique, là, dans la pièce d'à côté. Notamment les origines de la France contemporaine, c'est considérable. Moi, j'ai repensé la Révolution française après l'avoir lu, parce que franchement, j'avais lu en Pléiade Michelet, les 2 volumes de l'histoire de la Révolution française, mais vraiment la lecture de Taine est extraordinaire. C'est vraiment un penseur oublié. Guyot, très intéressant, qui a beaucoup influencé Nietzsche. J'ai aussi consacré un cours à l'Université populaire. Là, à côté, on passe à tout Nietzsche, c'est-à-dire l'œuvre complète chez Gallimard, mais aussi tous les textes sur Nietzsche. Et puis ça, ce sont les textes dans lesquels j'ai lu Nietzsche quand j'avais justement 15-16 ans, quoi. C'est dans ces éditions-là que j'ai découvert Nietzsche. Le premier, ça devait être celui-ci, je crois. Et après, je l'ai lu dans cette édition. Lu et relu, ça, formidable. Biographie de Nietzsche, ça, formidable. Ça aussi, correspondance. Et puis, tous les délires sur Nietzsche, que ce soit les délires marxistes qui en font un philosophe de la contre-révolution, un philosophe pré-fasciste. On a tout eu, ça aussi, Majeur, Handler. Livre de Lou André Salomé, c'est une lecture nietzschéenne de Nietzsche. Elle explique que la biographie explique l'œuvre, et que bien sûr la biographie de Nietzsche explique l'œuvre de Nietzsche. Alors là, Freud et les Freudiens, l'œuvre complète de Freud ici.
moins 3 exemplaires que j'ai prêtés à je ne sais pas qui et qui ne m'ont jamais été rendus, qu'il va falloir que je rachète. Quand j'ai fait mon Freud, mon livre sur Freud, évidemment, j'ai lu tout ça. J'ai pris des notes. Je pourrais vous faire voir ma technique de prise de notes. Bergson, Sorel, Alain, philosophe normand, l'intégralité des propos. Simone Veil, Bachelard. Alors Bachelard a compté plus pour moi qu'Alain, notamment ça. La formation de l'esprit scientifique, on devait lire ça en terminale. Et en terminale, j'avais pas compris vraiment, c'était pas forcément un livre facile. Je le relis régulièrement. Je trouve qu'on ne fait pas assez d'épistémologie, qu'on ne fait pas la part belle à Bachelard, qui est vraiment quelqu'un de rare, aussi bien écrit sur les éléments que sur l'épistémologie de la physique, l'esprit scientifique par exemple, rationalisme appliqué, etc. Et Bachelard mériterait la Pléiade. Bataille que j'ai lu sans grande passion, mais ça faisait partie des choses à lire si on voulait être moderne quand on était à la fac. Mais on avait un prof qui s'appelait Bernard Sicher, qui est mort il n'y a pas très longtemps, là, qui était un fan de Bataille. Donc je lisais ça à l'époque pour être un peu à la hauteur, mais c'est pas très intéressant. Heidegger, que j'ai lu aussi par mon prof de fac, qui était Jean-Pierre Cotten. J'avais démarré la lecture d'Heidegger, j'avais 19-20 ans. Et via ce professeur qui était membre du Parti communiste à l'époque, et qui s'est mis à travailler sur Victor Cousin et la philosophie française du 19e siècle. J'ai des éditions, par exemple, c'est une première édition des Traitants, ou des éditions un peu originales. Celle-ci, par exemple, qui a été faite par un personnage assez extravagant, Emmanuel Martineau. C'est une édition qui est hors commerce. Il n'avait pas le droit de faire cette traduction parce que Gallimard avait les droits. Il l'a tout de même faite, puis il a dit, bah voilà, si vous m'écrivez, je vous l'envoie. Et puis, je crois qu'on l'a payé à l'époque quand même. Et bon, j'ai préféré les questions, par exemple, à Étretant. Ça, ce sont des choses que j'ai lues pour l'Université populaire. Nizan, Politzer. Bon, Sartre, que j'ai lu très tôt. J'étais sartrien quand j'avais 14-15 ans, évidemment. On lit l'existentialisme est un humanisme et on est absolument emballé. Et puis on ne savait pas qui était Sartre à l'époque. Là, je parle des années 72-13. Et après, on aura les biographies, on aura des correspondances, puis on découvrira des choses incroyables. Alors le grand Sartre, pour moi, il est là. Il est dans L'idiot de la famille. Il est dans Saint-Genet, comédien et martyr. Il est dans un Baudelaire qui est quelque part. C'est le philosophe de la psychanalyse existentielle. C'est celui qui nous dit qu'il existe un inconscient, cet inconscient n'est pas freudien, et que nous conservons le choix et la conscience. Ah, il est à la Baudelaire. Nous conservons le choix et la conscience, et que nous avons un projet originaire et qui se constitue pendant toute notre existence par choix et choix nouveaux et adaptation des choix, etc. Donc ça, c'est petit volume sur Mallarmé, sur Baudelaire, psychanalyse existentielle. Plus important, la même chose avec Jean Genet, et plus important et inachevé, L'idiot de la famille. Mais ça, c'est majeur. Critique de la raison dialectique, c'est ultra dépassé, me semble-t-il. Enfin, philosophiquement, rien n'est jamais dépassé, mais je veux dire, la question de la liaison entre l'existentialisme et le marxisme, c'est plus du tout une question d'actualité. Simone de Beauvoir, dont j'ai lu les mémoires et à l'époque je croyais ce qu'elle disait. C'est rempli de mensonges, c'est toute une mythologie à leur propre gloire, tous les deux. C'est un tissu de mensonges. Le livre qu'il faut lire et qui est là, c'est introuvable. C'est celui-ci, Gilbert Joseph, Une si douce occupation. Ce livre est terrible, terrible. Vraiment, c'est mes notes sur cet ouvrage-là. Terrible sur ce qu'était la vie parisienne, sur tous ces gens qui ont collaboré, qui ont fait partie d'un Saint-Germain-des-Prés qui finalement n'a pas trop souffert pendant l'occupation. Et cet homme avait été présenté comme un... Je me souviens, Jean-Paul Antoine avait fait un article dans L'Observateur en disant
que les historiens avaient désormais leur historien vichiste. Ce monsieur avait été résistant à l'âge de 17 ans. Il s'était juste contenté de dire ce qui s'était passé à Saint-Germain-des-Prés à l'époque. Jean Grenier, philosophe important, connu pour être le professeur d'Albert Camus, mais qui a écrit un livre important qui est L'essai sur l'esprit d'orthodoxie, qui a beaucoup compté pour Albert Camus, qui était son élève, donc. C'était un petit livre fait d'un certain nombre d'articles, mais vraiment passionnant. Personnage un peu douteux pendant l'occupation, justement, un journal sous l'occupation, où c'est un personnage qui se réclamait du vouveil, du non-agir taoïste, mais qui finalement n'a pas été résistant, avait conduit Albert Camus à s'engager dans le Parti communiste algérien. On ne sait pas trop pourquoi. Alors Camus, qui est mon grand homme, je ne sais pas pourquoi Albert Camus est là. Bon, ça, c'est majeur, évidemment. Le grand homme du XXe siècle, pour moi, vraiment. J'ai lu L'homme révolté et le mythe de Sisyphe, adolescent, un peu comme tout le monde. L'étranger ne m'avait pas emballé, La peste non plus. J'ai relu La peste, j'ai fait un livre sur Camus, donc j'ai tout relu, et les 4 volumes de Pléiade, et donc c'est majeur La peste, hein, ça marche vraiment pour aujourd'hui. Ça, c'est un livre inachevé, et c'est dommage, parce qu'il avait prévu d'en faire une espèce de roman russe, un genre de guerre épée, qui aurait été extrêmement volumineux, qui aurait raconté ce qu'était la colonisation, c'est-à-dire pas du tout ce que Sartre a pu en raconter. Un livre extrêmement méchant de Jean-Jacques Brochier sur Camus, l'expression philosophe pour classe terminale lui est hélas souvent restée associée. Après, des gens sur lesquels j'ai travaillé pour les cours d'université populaire, Henri Lefebvre, philosophe intéressant aussi, un marxiste un peu alternatif. Jaspers, je n'ai pas fait de cours sur Jaspers, mais enfin je l'avais lu pour les relations avec Hannah Arendt. Hannah Arendt, j'avais fait un cours sur elle. Gunther Anders, très important, commence à traduire et à lire, et c'est majeur. Ernst Bloch, important aussi. J'ai moins aimé Walter Benjamin, ou Adorno ou Horkheimer, l'école dite de Francfort. J'ai fait cours sur Marcuse aussi. Je ne suis pas un fan de Wittgenstein, qui se trouve là. Et puis là, on a le XXe siècle français pour le coup. Donc on a Lacan, Lévi-Strauss, Lévinas, Jean Kelevitch, Foucault, bien sûr. Foucault lisait, écrit. J'ai Foucault en Pléiade aussi. J'ai lu avec passion Surveiller et punir. Moins Les mots et les choses et Archéologie du savoir. Et je pense que le foucaldisme nous empêche vraiment de lire Foucault. Mais j'écrirai des choses là-dessus. Bourdieu, pour moi, reste indépassable. Là, du bazar à... Là, il y a des livres à reclasser. J'ai des petites fiches ici, il va falloir que je fasse un peu de vide. Je ne sais pas trop comment faire, parce que là, pour le coup, il y en a partout. Et donc, il y a quoi ici? Il y a un peu de Spengler, un peu de pensée de droite, là. Carl Schmitt, Spengler, Weininger, je vois là Ortega y Gasset, etc. J'ai dans ma chambre une partie consacrée aux civilisations et aux fins de civilisation. Il faudra que je replace ça au bon endroit. Je vois ici des choses qui devraient être sur les questions de la Martinique. Enfin bon, c'est une autre bibliothèque, ça. Philosophie française du XXe siècle, alors Guattari, Deleuze, Derrida, tout ça aux éditions Galilée, où j'ai eu la chance d'être édité, et je remercie Michel Delorme d'ailleurs de m'y accueillir depuis si longtemps, si fidèlement. Virilio, c'est toute une école en fait. C'est 1974, je crois, Glas, le premier livre de Michel Delorme. Ça s'appelle pas Galilée par hasard, ça renvoie au Galilée que l'Église a persécuté. Et c'est toute une pensée dans laquelle je suis baigné. C'est-à-dire quand je suis mes cours à l'université, là, dans les années 70-80, eh bien ce sont les philosophes vivants
J'ai rencontré Foucault une fois ici, il y avait un cinéma, il était venu présenter moi Pierre Rivière, le film qu'il avait fait, avec, à partir d'un travail très intéressant. J'ai rencontré Derrida chez Michel Delorme, aux éditions Galilée. On avait un peu parlé de l'université populaire, il me dit « Ah, c'est formidable ce que vous faites ». Mais moi, j'ai plus le courage, j'ai beaucoup donné pour ce sujet-là, et de fait, il a fait un très beau livre, dont je pense qu'il est un peu grillé, mais... Ah non, c'est pas celui-ci. Mais qui est du droit à la philosophie, perdu quelque part dans la... Oui, c'est un volume aussi important, plus important que ça, donc il est quelque part, peut-être là, dans le tas. Très beau livre, et il m'avait dit, moi j'ai beaucoup donné pour l'enseignement de la philosophie, etc. Tout ce que vous faites, c'est formidable, mais moi j'ai plus le courage de travailler pour ça. Effectivement, il s'était battu pour que la philosophie soit enseignée en classe de première. Ça ne s'est pas fait. Il a demandé à la gauche de soutenir ce projet. C'est un projet qui aurait été facile à appliquer, ça n'a pas été le cas. Baudrillard est à relire. J'avais lu Amérique en son temps. Alors en son temps, c'est-à-dire 1986. Et je l'ai relu lors d'un voyage aux États-Unis. Et je me suis dit que c'était très intéressant quand même comme façon de faire de la sociologie. J'ai beaucoup... Alors bon, il y a des choses qui partent un peu dans tous les sens chez Baudrillard, mais j'aime beaucoup Cool Memories. Pour moi, c'est le grand Baudrillard. Cool Memories, 2, 5, 4, enfin les autres sont de partout ailleurs. Debord, je lui ai consacré un cours. Il n'y a pas chez Debord, il n'y a pas que la société du spectacle. Et la société du spectacle, la plupart du temps, c'est mal pensé. C'est pas du tout le spectacle de la télévision. C'est un rapport à la réalité qui se trouve médiatisé. Et donc, c'est bien plus intéressant que ce qu'on veut bien dire. Et ça s'avérera beaucoup plus pertinent dans quelques temps, s'il y a encore des lecteurs, parce qu'on verra que ce spectacle n'est pas télévisuel, mais que la virtualisation du monde est tout entière dans les lectures qui étaient les siennes à cette époque. Alors le grand Debord, pour moi, n'est pas dans la société du spectacle, mais plutôt La planète malade. Ça me semble très intéressant. Et bon, cette mauvaise réputation, c'est pas mal non plus. C'est une façon de détruire le fonctionnement du système médiatique à partir des commentaires qu'on faisait sur lui. Et il y a des pages très assassines sur Solaire, c'est sur quelques autres. Le dernier Debord est très intéressant. Très, très intéressant. Girard, je n'ai jamais été très sensible à René Girard, pas plus à Michel Serres. C'était très incantatoire. J'ai relu récemment Le Contrat naturel parce que je l'avais lu en son temps, et puis je voulais en reparler dans un livre auquel je travaille. Il ne reste rien du tout. Il y a chez Régis Debray donc une abondance que je ne saurais critiquer, parce que je suis moi-même un abondant. Donc Régis Debray est là. C'est très intéressant, le Debray revenu de tout, je dirais. Le Debray qui a cessé d'être castriste, qui a cessé d'être guévariste, qui a cessé d'être mitterrandien, et qui aujourd'hui est un homme libre. Et je le lis avec plaisir. Finkielkraut, que je lis aussi. Maurice Clavel, qu'on ne connaît pas très bien, c'est dommage, parce que ce gaulo-gauchiste, comme il dit, a écrit des choses très intéressantes. Glucksmann, j'ai lu Les Maîtres penseurs en même temps que La barbarie à visage humain de Bernard-Henri Lévy. C'était un moment de la philosophie important dans les années 70, 77, je crois, même très précisément. Ce sont des gens qui sortent la philosophie du carcan dans lequel elle se trouvait avec le structuralisme, c'est-à-dire que, quoi qu'on pense de Glucksmann, de Bernard-Henri Lévy, ou des nouveaux philosophes, sont des gens qui écrivaient un français lisible et parfois agréable, parfois même très lyrique. BHL, c'est très lyrique. Quand on prend La barbarie à visage humain, c'est vraiment... Ça démarre, je suis le fils naturel de je ne sais plus quoi. Enfin, vous voyez que je lis et que je prends des notes. Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique, le fascisme et le stalinisme. Je suis le contemporain d'un étrange crépuscule où seuls croulent les nuages, dans le fracas des armes et la plainte des suppliciés.
Je ne sais d'autre révolution dont le siècle puisse s'illustrer que celle de la peste brune et du fascisme rouge. Hitler n'est pas mort à Berlin, il a gagné la guerre, vainqueur de ses vainqueurs, dans cette nuit de pierre où il précipita l'Europe. Staline n'est pas mort à Moscou, ni au 20e congrès. Il est là, parmi nous, passager clandestin d'une histoire qu'il continue de hanter et de ployer de sa démence. Alors évidemment, c'est un style lyrique, mais facile à comprendre, qui tranche sur je sais pas, de la grammatologie, par exemple, de Derrida, ou d'autres textes de cette époque. Alors je ne parle pas de l'animal que donc je suis, qui est un de ces très grands et beaux livres pour moi. J'ai pas tout lu de Derrida, mais du droit à la philosophie, l'animal que donc je suis, sont pour moi ces deux plus beaux livres. Et puis son livre sur l'amitié également. Donc on va pas faire l'exercice avec un philosophe obscur, ça sert à rien. Et puis cette philosophie française qu'on a découverte un peu, parce que Marcel Conche est un vieux monsieur, nonagénaire, maintenant très nonagénaire, et bientôt centenaire, je pense. Son élève, André Comte-Sponville, tout là-haut, d'autres philosophes contemporains, Peter Singer par exemple, qui est un drôle de personnage, sa libération animale fait l'éloge de la zoophilie. Bon. Scherer, Ockeghem, fourriériste, Ockeghem mort de bonne heure, du sida, Ockeghem vieux monsieur aussi aujourd'hui. Raoul Vaneigem qui pense la même chose depuis son traité du savoir-vivre à l'usage de jeunes générations. Et quels que soient les livres de Vaneigem, c'est toujours la même chose, il n'y a pas eu un poil d'évolution. Balibar qui reste marxiste, Chomsky, toujours très intéressant. Alors Pierre Boutang qui a été mon prof à la Sorbonne, l'année où il fallait faire une année de méthodologie, donc ça c'est très intéressant, c'est une lecture déconstructive de la déconstruction. Avant l'heure, enfin à l'époque, c'était contemporain, ça c'était contre les nouveaux philosophes. Très intéressant aussi contre les nouveaux philosophes, parce qu'il y a eu pas mal de choses contre. Ça, c'est du CBHL, que j'ai de manière espiègle mis à côté de Badiou, parce qu'ils se ressemblent beaucoup plus qu'on ne veut bien le croire. Ce sont deux normaliens pour lesquels le réel est moins important que l'idée qu'ils s'en font. Zizek, un mélange de toutes les erreurs du structuralisme. C'est Misrahi, vieux monsieur aussi, presque centenaire, auquel j'ai consacré un cours, est un grand théoricien de l'hédonisme que j'ai pu connaître, et j'ai vu qu'il était beaucoup plus théoricien que praticien de l'hédonisme. Mais bon. Ferry, Renaud, Milner, Clément Rosset. Alors ça, j'ai beaucoup aimé Clément Rosset quand j'ai lu très vite et très tôt. J'ai lu l'Antinature de bonheur. Puis je crois que j'ai tout Clément Rosset. J'ai vraiment... il faisait partie des gens que j'allais acheter avec empressement quand un de ses livres paraissait. Luce Irigaray, Ruven Ogien, dont j'aimais beaucoup le travail. Une époque, j'avais un peu fait le nécessaire pour qu'il soit publié quelque part, enfin bon, peu importe. Et puis d'autres contemporains, Cynthia Fleury, Robert Maggiori, Michel Guérin, Jean-Paul Laron, décédé. Et ça s'arrête là. Et les autres philosophes sont dans des paquets de livres, au pied de mon lit, dans mon bureau, un peu partout, quoi. Cette table est très belle quand elle n'est pas remplie de livres, mais là, j'ai plein de bazar. Je dis qu'il faut que je range, puis je range pas, et puis voilà, il y a des livres partout. Voilà, on a fait le tour de la bibliothèque de philosophie.